Allez, on est parti pour une nouvelle émission de Devant le match. Bienvenue à tous et bonjour. On est chaud bouillant de vous retrouver ce soir. Vous êtes sur RIG 90.7 à Blanquefort, comme tous les vendredis soirs. On va parler de foot. Messieurs, vous avez les micros ouverts, donc pas de saucisses comme d'habitude. Messieurs, on a beaucoup de monde autour de la table une nouvelle fois. Une émission assez particulière puisque cette fois-ci, malheureusement, nous n'avons pas la possibilité d'avoir des invités au téléphone. Problème de technique, on va pas vous expliquer parce que c'est long à expliquer. Mais voilà, le cœur y est. Mais on a quand même une invitée en plateau qu'on va présenter et pas des moindres. Donc autour de la table, on a les mêmes que d'habitude. On a Bernie. Salut à toi, Bernie. Capitaine. Capitaine bonsoir. Bernie. Oui, ça va, Benji. Ah, c'est plus Alexandre. Mais Alexandre, c'est mon fils. Voilà, c'est ça. Alex, c'est son fils qui viendra après la pause. Pour l'instant, il n'est pas là. Il est en retard. Il sera corrigé à la pause, ne vous inquiétez pas. Battu, tu peux le dire. Battu, il sera battu. Voilà. Avec nous, on a également. C'est bien les sévices. On a également Gio que vous venez de reconnaître. Salut à toi, Gio. Salut Benji, ça va? Gio la fougue. Gio la fougue, c'est épais, c'est drastique, on adore ça. Voilà. Et avec nous, on a des Girondins analyses qu'on va mettre à l'œuvre en fin d'émission. Salut à toi, Seb. Messieurs, dames, bonsoir. Ça va? Ma foi. Ouais. Bien. Prêt pour ce pyramide de fin de. Je ne sais absolument pas ce qui m'attend, donc on va voir. Tu stresses un peu. Un peu. Il a les yeux dans le bac. Vous voyez pas, mais il a les yeux dans le bac. J'ai un peu le stress, ouais. Ça monte. Et tu as ton collègue avec toi qui va participer à ce lourd pyramide. Salut à toi, Cyril. Bonsoir tout le monde. Tu vas bien? Tout va bien. C'est le week-end donc c'est parfait. Ouais, c'est le début de week-end. Moi, je le finis personnellement, donc bon, voilà. Tant pis, triste vie. Donc ce soir, on va faire plein de choses. On va parler du programme et on va présenter surtout notre invité plateau. Gio, je te laisse la parole comme d'habitude. Et bien ouais, donc ce soir, nous accueillons donc Liliane, voilà, ça commence bien. Bravo. Qui est la présidente donc du club de football de Blanquefort. Donc qui est une figure emblématique du football ici en Gironde. Bonsoir alors présidente. Bonsoir à vous tous. Alors on va parler avec vous donc de l'actualité de votre club. Ceux qui suivent un petit peu l'actualité du foot dans la région savent qu'il y a une fusion donc entre Blanquefort et les Girondins de Bordeaux chez les féminines. On va un petit peu en parler aussi. Et puis peut-être qu'il y a un tournoi aussi où vous allez participer. Bientôt à l'Ascension, le 25 mai, le tournoi des jeunes. D'accord, ok. Donc voilà, n'hésitez pas, le 25 mai, n'hésitez pas à aller voir donc les jeunes pousses de Blanquefort et acheter des saucisses, des merguez saucisses, voilà. pour les caisses du club. Voilà. Et comme nous l'a dit la présidente avant l'émission, donc 2 achetés, une gratuite, c'est ça? Nous, on a gratté les promos. Voilà, ça y est, c'est fait. La maillot et cadeau. Bien joué, les gars, bien joué. Non, mais déjà, juste, alors, je viens de Tu peux penser. me laisser finir le programme? Oui, je t'en prie. Il est sérieux, lui. Vas-y. Bon, donc le programme quand même de ce soir, on va revenir sur la Ligue des Champions, les matchs qui se sont déroulés cette semaine. Donc la qualification de l'AS Monaco notamment, on reviendra essentiellement sur ça. La qualification également de Lyon en Europa League face à l'AS Roma, très belle performance eux aussi. Un match compliqué avec un excellent Lopez Ocage, pardon. On reviendra également sur la première liste de l'équipe de France de cette année 2017. Quelques surprises, une qui fait tâche, une qui fait plaisir. On reviendra sur l'essentiel de cette liste. Tauvin à la tâche, on est d'accord? Comment? Tauvin à la tâche. Ah, tu sauras après, on en parlera. T'es pressé ce soir? Ouais. Comme avec les filles, hein. Ouais, tout le temps. On veut pas savoir. Et du coup, en deuxième partie, on aura un débat. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un débat foot. Et cette fois-ci, on parlera fusion, puisque en plus, on a une dame qui a participé à une fusion de 2 clubs. Et bien, on a vu la fusion dans le rugby, cette fois-ci du Racing et du Stade français. On fera un petit peu un parallèle pour savoir si la fusion peut exister dans le monde professionnel du foot. Ça semble un petit peu irréel, infaisable même. Mais voilà, on s'attardera un petit peu sur la question de savoir ce que ça peut amener. Voilà. Donc pour l'instant, on va quand même laisser la parole à notre invité d'honneur ce soir, puisque vous nous faites l'honneur de vous déplacer dans notre studio et on vous en remercie. Donc Gio, je te laisse la parole pour découvrir un petit peu le parcours de madame. Alors c'est exactement ça, on va retranscrire votre parcours. Depuis combien de temps, présidente, vous êtes à la tête du club de Blanquefort maintenant? 22 ans. 22 ans. Oui. J'ai eu une petite interruption de 3 ans. Ouais. Comme Jean-Louis Trio en fait. Vous avez pas pareil. Elle a battu Jean-Louis Trio. Jean-Louis Trio c'était 21 ans, tu vois. Et oui, c'est 21 ans avec une petite interruption avec Monsieur Imbeau de 6 mois. Donc c'était grosso modo le même parcours en fait. Grand moment.
Il y avait la Ligue des Champions alors à Blanquefort aussi. On a sorti des professionnels. Oui, quel professionnel vous avez sorti? Il y a Mathieu Valbuena, Ouais. Chalmé, Mathieu Chalmé, Ouais. Mathieu Valverde, on n'a que des Que des Mathieu. Que des Mathieu. Oui, oui, c'est vrai, on avait une sélection sur le prénom. Et il y avait Jean-Luc Gauthier qui était l'ancien entraîneur qui a fait une carrière semi-professionnelle. Comment on en vient finalement à avoir cette excellence, puisque pour sortir des professionnels, il faut avoir une formation d'excellence. Comment on construit ça section après section, année après année? Quand même que ces professionnels actuels ou avant, ils ont commencé chez les jeunes et vite ils sont repérés par d'autres clubs. Ils sont tous quasiment passés par les Girondins. Mais ils avaient quand même un certain niveau, il y a quand même une formation d'excellence. Jusqu'à 12 ans, 13 ans. Ouais. Donc ça prouve que quelque part, le travail qui était fait n'était pas si mal que ça, puisqu'ils ont été repérés. D'accord. Et on en a tous les ans qui sont repérés par les Girondins. Il y avait même Auxerre pendant un moment. Bon, après, ça sort, hein, il y a beaucoup de demandes, des peu d'élus. Combien de licenciés vous avez au club de Blanquefort? Au jour d'aujourd'hui, dans les 387. Et c'est en augmentation ou plus en diminution? Ça stagne maintenant. Ça stagne? J'ai perdu 110 filles quand même. Ouais. Ah oui, c'était 110 filles. Ouais. Ah ouais. De quelle section à quelle section ça? Des toutes petites aux plus grandes. C'est quoi? C'est U11? U6, ah non. U6 à senior. Ouais. Ouais, c'est vrai que ça fait quand même une grosse population qui part. C'est quasiment un club entier, quasi. Hein. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau des partenaires, est-ce que vous en recherchez évidemment? Oui, c'est dur, très dur. On avait même fait une soirée partenaire vendredi pour essayer de trouver un peu de monde. Alors on a, je dirais, les partenaires traditionnels qu'on connaît depuis des années, mais bon, c'est sur des petites sommes, mais il faut... En plus, c'est difficile parce qu'on n'est pas le seul club sportif sur Blanquefort. Ouais. Hein, vous avez le hand, le basket, tout le monde passe. Bon, c'est très difficile maintenant. Et puis bon, j'ai quand même un héritage qui ne plaide pas en ma faveur. Hein. Quand un sponsor vous donne de l'argent, que vous ne les payez pas ce que vous lui devez, c'est pas la peine d'aller refrapper à la porte. Hein. C'est compliqué. Ouais. Donc ça plaide vraiment pas en notre faveur. Quoique bon, on a montré à tous maintenant qu'on avait redressé la barre, bon, sachant que j'ai quand même engagé le club sur 10 ans à 10 000 euros par an. Oui, donc du coup vous recherchez des partenaires et donc à toutes les entreprises qui gravitent à Blanquefort, n'hésitez pas à aller voir. Même les personnes qui seules, il me semble que c'est défiscalisé pour un don. Oui, tout à fait. Donc n'hésitez pas. Il y a la taxe d'apprentissage, c'est ça je crois? Non, il y a le don et il y a le mécénat. Le mécène c'est 66% des... Oui, voilà. Ouais. Donc chaque personne on ne demande pas aux gens de nous donner des grosses sommes, mais enfin, même des petites sommes mises bout à bout, pour nous, c'est toujours très important. Parce que quand même, c'est une institution dans la région, comme vous l'avez dit, c'est des clubs qui sont présents dès les débutants. Blanquefort est présent. J'ai souvenir, moi, de nombreuses équipes chez les jeunes. Après, en 19 ans, chaque année, vous représentez, le club est représenté quand même assez loin en Gambardella. C'est une compétition aussi à laquelle vous participez assez fièrement. Moi, j'ai une question sur la formation. Est-ce que au niveau qualité de la formation, est-ce qu'il y a une catégorie d'âge qui est plus difficile pour vous? J'imagine que les 13-15 ans, ça doit être assez compliqué. Effectivement, formation, pas dans la formation, mais si vous voulez au niveau de cette catégorie, cette année, je dirais que ça va à peu près. Mais la saison dernière, on a rencontré de gros problèmes avec les 13 ans. Il fallait moins de 13 puisque c'est comme ça. Mais pas vraiment par rapport aux enfants, par rapport aux parents. Voilà, les parents. C'est habituel. C'est quelque chose. Oui, je pense qu'on doit trouver ça dans tous les sports parce que bon, les gens, leurs petits, c'est le meilleur, c'est le plus beau. C'est le futur Zidane. Voilà, peut-être qu'ils comprennent pas qu'ils soient pas dans l'équipe 1, alors que quand même chez les enfants, l'objectif c'est de se faire plaisir, d'apprendre, mais d'abord se faire plaisir. Mais à partir du moment où ils jouent avec les copains, qui font des matchs et qui sont pas sur le bord de la touche. On met souvent en avant le rugby pour des valeurs, les valeurs dans le football, les valeurs du collectif, c'est quelque chose que les gens ont tendance à oublier. Est-ce que c'est pas une manière d'éduquer aussi les parents? Oui, parce qu'il faudrait pas éduquer les parents aussi? Je pense aussi de le vivre. Je vois, on a un jeune éducateur au club qui par contre, lui, s'occupe des petits de 6 ans à 9 ans et de la catégorie 17, et c'est impressionnant. Il a briefé les parents sur ces plateaux, vous n'avez pas un mot, avec les 17, il n'y a pas autant les joueurs que les parents. Donc je pense après que c'est aussi l'éducateur qui doit inculquer. Alors dès le départ, il a fait des réunions, quand il sent que ça repart, il rebriefe tout le monde et ça se passe très bien. Bon, cette année, cette saison, non, on n'a pas de soucis majeurs. Non.
Oui. Vas-y. Non, moi j'ai une question sur votre rôle de présidente. On est en 2017, c'est ça? Oui. Des femmes présidentes d'un club de football. Alors, j'ai pas de chiffres, j'ai rien, mais je pense que ça doit pas être non plus hyper. Il y en a maintenant. Il y en a, oui. Mais déjà en 2017, c'est pas fréquent. Alors, comment donc 23 ans, ça fait 1994, c'est ça, vous êtes arrivé à la tête du club. Comment on fait en 1994 quand on est une femme pour arriver présidente d'un club de football? Si vous voulez, bon, moi j'étais décentralisé, je venais de Paris, donc on s'est retrouvé à Blanquefort, j'ai 2 garçons et un mari qui était football aussi. Donc tous les week-ends j'étais sur les terrains, mes fils jouaient au football. À l'époque c'était monsieur et madame Miard qui s'occupaient du club. Bon, alors je crois que j'ai un peu la fibre associative quelque part. Alors je suis rentré, j'ai fait le secrétariat. À l'époque, le président, celui qui est revenu et qui est reparti, s'est arrêté. J'ai pris la suite. Et tout naturellement, ça se fait naturellement. Il n'y a pas de préjugés ou de, comme on entend des fois un peu. Quand vous allez, parce qu'après, j'ai fait le club, j'étais au district, j'étais à la ligue, enfin bon, j'aime ça, je dirais. Alors après, vous avez les faux semblants, ceux qui font semblant d'apprécier. Oui, voilà, par devant, ils vous disent. Mais je reconnais que je n'ai jamais eu de soucis. Non. C'est bien. Dès qu'ils vous ignorent, quand vous arrivez à une réunion, il n'y a que vous comme femme, la personne rentre, bonsoir messieurs. Tiens, on m'a oublié. 2 cafés. Ça, c'est parce que c'est le masculin qui l'emporte. Hein. On va pas remettre le contexte. La majorité, oui, c'est d'accord. Une règle de langue il y a française. un garçon sans fille, on dit il. Oui. Il fallait bien que j'en fasse une petite. La règle de langue française. Je pense que c'est une habitude. Hein. Mais enfin, quand même, dans le monde du football, il y a de plus en plus de femmes. Et le nouveau président de la Ligue d'Aquitaine, enfin, c'est la Ligue le Grand Aquitaine, Monsieur Jimmy, voilà. Lui veut amener un peu plus de femmes. Grand bien lui fasse. D'ailleurs, le week-end dernier, comme c'était la journée de la femme le 8 mars, chez les équipes de petits 8 et 9, il y avait une équipe, une maman. J'ai vu ça sur le Alors bon, Facebook. C'est vrai que c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué parce que quand vous avez une maman qui est relativement jeune, qui travaille, qui a des enfants à s'occuper, s'investir, c'est parfois compliqué. Mais je reste quand même convaincu que certaines personnes n'osent pas. Il suffit de tendre parfois un peu la main et ça vient. Ouais. Alors moi j'ai une question aussi, puisque vous dites voilà mes enfants jouent au football, donc du coup j'en suis venu aussi donc, dans les structures du club. Est-ce que vous regardez la Ligue des Champions à la télé, du coup, le foot à la télé? Alors je vais vous dire honnêtement, je regarde, mais je zappe souvent. Enfin, quand mon mari n'est pas là, je zappe. Parce qu'alors ce foot, je vous garantis, toute la semaine, football, j'y vais le samedi jusqu'au dimanche soir. Quand on rentre le dimanche soir, on a encore football, il y a des soirs où... Le resto c'est bien aussi. Non mais bon, je regarde parce que quand même je veux savoir. Un petit mimimati sur TF1, ça détend l'atmosphère. Par contre le mari il doit devenir fou. Hein. Joséphine Ange Gardien, elle a plus mis à petit. Regarde le foot. Et Tony lui c'est confession intime, non? Mon mari regarde le foot, le rugby, il regarde tout. Lui, il est sportif, il adore ça. Donc du coup on va revenir sur j'ai du mal moi avec le rugby. On va revenir sur la Ligue des Champions et donc du coup la qualification de l'AS Monaco, la transition est tout à fait trouvée. Un peu hier. Donc l'AS Monaco qui s'est qualifié face à Manchester City dans la semaine à la suite d'un match à rebondissement avec beaucoup de choses, une première mi-temps très bonne, une deuxième mi-temps un petit peu plus moyenne. Messieurs, j'imagine que vous étiez devant le match. C'est le nom de l'émission. Eh oui, tout est calculé. C'est bien foutu quand même. C'est de la télé. C'est de la radio pour le coup. Non mais ça se travaille. Et dire des heures de réunion. C'est beau. C'est beau. Donc oui, on était devant le match et messieurs, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match, de cette prestation de l'AS Monaco? Bernie, je te laisse la parole. Mais après, tu as très bien résumé. Très bonne première mi-temps. Aussi due à la compo un peu farfelue pour moi de Pep Guardiola. Ouais. Malgré tout, encore Kylian Mbappé. Donc toujours les mêmes joueurs qui ressortent. Et deuxième mi-temps plus compliqué, c'était complètement prévisible. À 2-0 à la mi-temps, City doit aller en chercher un pour se qualifier. Ils y arrivent, mais dans la foulée, ils reprennent un cajot. Donc après, oui, très belle perf de Monaco et de Jardim et de tout le club parce qu'ils ont changé de projet sportif, notamment en termes d'investissement. Après, c'est l'autre question. Enfin, j'ai envie de dire, depuis des années, je dis que Guardiola, c'est pas un imposteur, mais pas loin.
Eh ben, je suis content parce qu'il a joué, il a coaché au Barça, ça marche sur l'eau, il était un extraterrestre. Tu coaches au Bayern, ça écrase le championnat d'année en année, donc c'est facile de coacher pour moi. C'est pas... Et puis là, en Angleterre, où t'as à peu près 8 équipes qui peuvent gagner le titre, si c'est pas 19 ou 20. Après c'est toujours pareil, dernier, c'est pas Guardiola qui loupe ce qu'a loupé Agüero mercredi soir. Non, c'est pas Guardiola, il en met un, c'est Guardiola qui te met 5 joueurs offensés. C'est vrai qu'il y a eu des trucs un peu. Tu vois, la différence pour moi, c'est que. Pour moi, non, c'est un imposteur. Et là, il est dans un club où il y a vraiment de la concurrence. À chaque fois, dans chaque week-end, même contre Hull City, tu peux perdre. Et tu perds souvent. Et ben. Il s'est fait crépir dans la presse anglaise d'ailleurs. Il s'est fait descendre dans la presse anglaise. C'est mérité un peu. C'est pas illogique. Alors après, c'est mérité aussi grâce à la belle performance de l'AS Monaco. Après, voilà, c'est pas Guardiola qui fait gagner Monaco. Monaco, c'est Monaco sur Monaco qu'on va se concentrer essentiellement dans cette émission. Sur les 2 matchs, leur qualif, elle est pas illogique du tout. Elle est pas illogique. Ils vont la chercher. C'est la victoire de l'offensif. Tu as toujours le jeu vers l'avant, puisque à l'aller, quand ils perdent 5-3 alors qu'ils mènent 3-2, tous les commentateurs ont dit non, mais il aurait dû fermer le match et tout. Alors c'est vrai que après. Mais moi, j'étais pas d'accord. On en avait parlé ici. S'ils passent pas mercredi, c'est ce qui serait ressorti de dire ils ont perdu. Ils se sont fait avoir au match aller. Ils auraient peut-être dû. Excusez mon langage, mais ça aurait été une belle connerie. Parce que c'est le jeu vers l'avant. Le foot, on en a parlé, c'est du plaisir, c'est du football. Avant tout, c'est un spectacle. Et puis ils ont ce truc. Parce que s'il met 4-2 à l'aller, tout le monde dit que Jardim c'est un génie. Là, il perd 5-3. Et ils ont réussi ils ont ce truc que n'avaient pas les clubs français avant en Ligue des Champions. Deuxième mi-temps, ils ont une occasion. Une fois, il rentre dans... Et encore, quand je dis il rentre dans la surface, c'est un coup franc de 40 mètres qui lui met sur la tête à Bakayoko. Et il les tue là-dessus. Il les crève là-dessus. Alors après, évidemment, derrière, ils ont souffert. Il va falloir quand même, contre Dortmund, ça va être quand même, je pense, plus compliqué. Ils pourront pas se repermettre de faire 2 matchs en souffrant autant à ce point-là. Et ça serait, j'aurai le même discours sur Lyon tout à l'heure quand on parlera de Lyon. Il va falloir quand même sérieusement, je pense, un peu plus. Alors Glick était pas là, Falcao évidemment juste avant le match, ça fait mal aussi. Parce que le petit Germain, je crois pas qu'il ait eu un ballon, bon ballon à toucher dans le match. Tu parles de la défense, je crois qu'elle a été alignée 6 fois cette défense. Mendy, Jemerson, sachant qu'ils perdent Radji au bout de quoi, 1 heure ou même pas. Moi je trouve que la performance avec à ce niveau-là, on peut pas dire une défense un peu en carton-pâte, mais quand tu sais que ça a été aligné 6 fois et que finalement ils arrivent à tenir la dragélote à Manchester City, le jeune Touré qui rentre, coaching de Jardim, ça doit être quelque chose. C'est beau, et je voulais revenir justement sur Jardim. Je trouve qu'on le met peut-être pas assez en avant sur ce qu'il fait aujourd'hui avec Monaco. Il a été très décrié, et notamment par moi, je le reconnais pendant l'été, où je n'étais pas. T'as mal fait les finitions chez toi, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. L'humour, il n'était pas bien fait. Du coup, c'est un très très gros travail qu'il réalise d'une équipe qui était peut-être l'équipe la plus moche de Ligue 1. On passe à l'équipe la plus enjaillante quasiment d'Europe. Attention, Monaco, ils font le coup déjà face à Arsenal il y a 2 ans. Ils sont à 2 doigts de passer face à la Juve. Si ça tient pas de la même manière, une erreur d'arbitrage manifeste, ça tient à pas grand-chose. C'est pas la même prestation qu'ont livré l'AS Monaco de mercredi. C'est un style différent. C'est un style différent. Là, tu me parles du Monaco, d'Anthony Martial, tout en contre. De Carrasco, etc. Là, c'est un projet de jeu global qu'ils mettent en place depuis maintenant à peu près une saison et qui marche au taquet. Mais du coup, est-ce que pour moi Jardim c'est l'exemple type comme quoi dans le foot il faut laisser du temps aux gens pour travailler parce que tu peux pas tout faire sur une saison. Alors tu l'as très bien dit, première saison la première saison était dégueulasse. C'était des matchs à l'arraché 1-0. C'était juste le sportif. Et puis après, il a réussi enfin à mettre sa patte, à recruter les joueurs qu'il voulait pour mettre son animation offensive en place. Et là, ça paye. Donc finalement, quand on dit dans le foot, on n'est pas patient, c'est la vérité. Jardim est l'exemple même de la patience. Pour moi, par rapport aux dirigeants. Donc c'est aussi une belle preuve pour les dirigeants, une belle affiche. C'est sûr. Gio. Moi je trouve que là ce serait l'année pour lui de gagner un titre pour asseoir. On dit que on est de plus en plus en train de dire que c'est un grand entraîneur. Il lui manque un palmarès maintenant. C'est la seule chose. Le championnat de France, ça serait joli quand même. J'espère pour lui qu'il va tout casser, que l'équipe de Monaco va tout casser cette année. Moi, je maintiens ce que j'ai dit, c'est que Monaco, ça sera dernier carré de Ligue des Champions et sûrement champion de France. Je l'avais déjà dit. Après, ils sont sur 4. C'est la seule équipe à être encore, voire même peut-être
Non, si, le Real n'est pas en finale de Coupe du Roi, c'est le Barça. Donc oui, c'est la seule équipe peut-être avec le Barça à être encore en lice sur 4 tableaux. Mais après la force de Monaco, mine de rien, c'est la rotation qui met en place Jardim, parce que Moutinho, un coup il est titulaire, un coup il est remplaçant, il dit rien. Lemar pareil, il y avait eu des débats faits sur d'autres radios, oui, la mauvaise gestion du cas Lemar. La rotation est très bien, on l'a dit. Gio, Radji, un coup il joue à droite, un coup il joue dans l'axe. Jemerson, ils l'ont façonné déjà l'an dernier quand ils l'ont acheté en janvier, donc ils lui ont laissé 6 mois d'adaptation tranquille aussi. Puis après à Monaco, on va pas se mentir, en termes de pression médiatique et de pression de supporters, si c'est pour recevoir des piécettes d'or sur la tête, c'est peinard, mais ça finira par arriver. Déjà, vous verrez que la pression sera complètement différente dans l'abord du match à Dortmund, où face à City, on les attendait pas vraiment, et là, pour le coup, ils seront attendus. Pas favoris. Ça va être la pression des médias. Pourquoi ? Parce que là, pour le moment, la saison de Monaco, elle a réussi. Donc c'est une pression médiatique. Il manque un titre quand même. Parce que il a dit lui-même, la priorité absolue, c'est le championnat. Il faut qu'il gagne. On en reviendra tout à l'heure sur le débat Monaco contre Paris. Mais c'est pas ça. Il faut qu'il gagne quelque chose. C'est bien. Depuis 4 ans, ils font des trucs. Il faut qu'il gagne parce que nous, on a pris Monaco en sympathie. Il faut qu'il gagne parce que les médias veulent qu'il gagne. Mais à la base, Riboloyev en début de saison, il a dit il faut juste se qualifier en Ligue des Champions. C'est financièrement comme ça qu'on va pouvoir espérer garder nos joueurs. Donc là, c'est que du bonus là. C'est que du bonus. Et c'est ça que les gens ils arrivent pas à comprendre et que les gens oublient très très vite. T'es en train de me dire que s'ils font demi-finale Ligue des Champions, bon déjà ils font quart de finale, s'ils font quart de finale Ligue des Champions, ils perdent la finale de Coupe de la Ligue face au PSG, ils finissent 3ème du championnat, admettons 2ème, allez 2ème, et ils se font sortir en Coupe de France par ils jouent qui là ils se font sortir. Ils se font sortir et ils seront les Russes et Vassiliev, ils se dira on a fait une bonne saison. Et ben oui, il a que des jeunes, tous ces investissements, il va pouvoir revendre au moins les marques 35 millions. Oui, mais saison, au bout d'un moment, un palmarès, il faut avoir un palmarès aussi. Mais avant de se faire un palmarès, il faut avoir de l'oseille. Parce que ça sert à quoi de faire une Montpellier, tu fais un palmarès de champion de France et après tu luttes presque pour le maintien. C'est ça. Là lui c'est pas ça le but. Ils en ont quand même un peu. Mais c'est pas ça le but. Là le but il l'a annoncé au début de saison, il est sur sa feuille de route. Du coup on va en revenir à la question qui te taraude Seb et qui t'a chauffé dans le programme. C'est aujourd'hui on voit le projet AS Monaco qui est construit, qui s'est bien lancé. Est-ce que aujourd'hui vous pensez que le projet de l'AS Monaco est plus construit, plus abouti que celui du Paris Saint-Germain ? Juste, est-ce que je peux poser la question à la présidente, puisque vous êtes présidente, est-ce que si avec Blanquefort vous faites une saison, je sais pas, moi je dis vous finissez 2ème de votre championnat, vous perdez une finale de coupe Coupe d'Aquitaine, et ben vous dites on est content et on a fait une bonne saison. Non. Attends. Et d'abord c'est différent, faut quand même reconnaître. À votre évidemment, tu dis des merguez, c'est un niveau dessus. Évidemment à l'échelle de Blanquefort. Et ben alors place-la autrement. Tu dis à Madame la présidente qu'elle a fait des investissements, elle a complètement changé de politique sportive en un an. Que sa politique sportive, normalement, ça, on est tous d'accord que dans le foot, vous êtes bien placés, vos Girondins, que ça met au moins 5 ans. Et que la première année de ton changement de politique sportive, t'arrives à faire 2ème et à te qualifier en finale, alors que c'est pas les objectifs de départ. Repose bien la question. Les objectifs de départ, on va dire que c'est là, c'est de qualifier, donc c'est entre la première et la 3ème place. Et c'est pour l'argent. Et que là, tu fais 2ème et le petit bonus, bon, t'es en finale, bon, tu perds. T'es déçu de la perte, mais rappelle-toi de tes objectifs de départ sur Bernie. C'est ça la question. Forcément, si tu me dis t'as perdu la finale, t'es déçu. Mais bien évidemment, si l'objectif de départ c'est de jouer le maintien et que finalement tu t'en sors, tu vas en Europa League, et mon gars, c'est champagne shower. Hein. Si tu restes fixé sur tes objectifs en début de saison, ok, tu remplis. Mais tu peux nourrir des ambitions au cours de la saison et ressentir un peu de frustration. Alors c'est pas le même mot. Alors là t'as utilisé le bon terme et là je suis d'accord avec toi. Parce que mais tu peux pas dire que ta saison elle est foutue si t'as dépassé tes objectifs. Je dis pas qu'elle est foutue, mais à la fin de l'arrivée, si tu gagnes pas un titre à la fin de la saison et que tu te retrouves à la place de Monaco, tu peux te sentir un petit peu frustré parce que tu aurais pu ajouter 1 ou 2 lignes à ton palmarès. T'es frustré, mais à la base, si toi à la base tu t'es dit que tu pouvais pas y arriver, si on regarde c'est peut-être que toi t'as manqué d'ambition et là c'est la faute des dirigeants. Que le projet, déjà ça veut dire que le projet sportif que tu as mis en place pour Monaco il y a 3 ans, il est cohérent et il est surtout efficace. Tu l'as mis en place il y a 2 ans ou 1 an et demi. Moi je dirais 3 ans, t'as mis 60 patates sur Rames, t'as remis 40 c'était il y a 4 ans ça, non 3 ans. À peu près 3 ans, ouais. Enfin, un peu plus de 3 ans peut-être. Enfin bref, il y a une année où il y a carrément eu un changement puisque Rames part, Falcao est prêté. Donc là on voit bien que ça paye.
On voit qu'il va y avoir des futurs départs avec des arrivées qui commencent à arriver, comme le petit Brésilien qui est arrivé, qui est très intéressant. Bosquilia qui s'est fait les croisés. Non, pas Bosquilia, il est arrivé cet hiver là. Je l'ai vu jouer contre Bordeaux, il était vraiment pas mal. Ouais, voilà, lui, ça a l'air bon, lui, je vous en avais parlé en plus. Donc voilà, on sent vraiment qu'il y a quelque chose de cohérent sportivement. Après, ça peut être cohérent quand tu as l'occasion quand même d'écrire une ligne à ton palmarès, surtout quand tu n'en as toujours pas, parce que mine de rien, les Russes, ils sont peut-être pas à la hauteur du PSG au niveau des investissements, ça reste quand même, on va dire, financièrement le deuxième club français. Et c'est dommage si tu as l'opportunité, surtout face à un Paris qui affaiblit psychologiquement, de pas saisir les opportunités, parce que rien ne dit que les années prochaines. Non mais là on est d'accord. Mais là pour moi t'es à côté de la question. La question c'est les objectifs de départ. Est-ce que tu fais l'arrivée? Oui, mais bien sûr si tu peux faire une finale, tu vas pas cracher dessus. Tes objectifs évoluent au cours de la saison. Tes objectifs ils évoluent, mais bien sûr, mis en place. Si tu rates les moyens que t'as mis en place en début de saison, ils vont pas évoluer. Tu rates ton début de saison, tu peux pas. Tu rates ton début de saison, tu restes pas borné sur tes objectifs, tu les nivelles suivant le. Moi je te parle par rapport aux investissements et tout. Ce que tu as mis au début de saison, tu l'as mis au début de saison. Tu peux demander à la présidente si elle, je veux dire une connerie, si elle s'est dit ils sont positifs depuis 2 ans, Monaco. Pour rentrer dans les clous, et qu'à la fin de la saison elle a 2 sponsors, mais qu'elle fait une finale ou une connerie, elle va te dire. Ouais, je suis frustré, t'as dit le bon mot. Oui. Mais à l'arrivée, elle va reprendre ses objectifs du départ, elle va dire attends, j'avais besoin de ça, putain, j'ai le double. Banco, mais t'es frustré. Mais ils sont positifs depuis 2 ans. Avec le départ de Martial, cette année, le départ à l'Atlético Madrid l'année dernière. Ils sont positifs. Là, cette année, ils n'ont pas besoin de vendre parce qu'ils sont en quart de finale, justement. Ouais. Il l'a dit, on n'a pas de besoin financier parce qu'on est en quart de finale. L'année prochaine, ça va être Bernardo Silva, on le sait tous. Oui, mais peut-être que justement, là où tu peux en venir, c'est que l'année prochaine, ils peuvent revoir les ambitions à la hausse, peut-être justement se permettre de garder Bernardo Silva et peut-être investir un peu plus sur le marché. Mais pour moi, la saison, elle est réussie. Messieurs, on va passer à la suite. Parce que le temps tourne et on va pas avoir le temps, notamment l'équipe de France, je pense qu'on va la zapper parce qu'on n'en aura pas le temps d'en parler. Juste parler un petit peu peut-être d'Mbappé qui a été extraordinaire sur ce match aller-retour, qui est extraordinaire de base, retenu par Didier Deschamps. Messieurs, est-ce que c'est pas le futur gros crack français, même voire très très grand joueur français? On parle même déjà de Ballon d'Or. Ouais, bon, on va peut-être un peu, mais voilà, les journalistes. Voilà, non, mais toujours la même chose. Alors certes, il est très bon, Mbappé, il y a aucun problème avec ça, il est très fort, il n'y a pas de souci, mais il faut qu'on arrête. Combien de mecs, de jeunes joueurs français on a cramé? Des Gourcuff, des Ziani, des Nasri, même Martial, c'est limite, mais combien on en a cramé en nous les vendant comme et je vais même te dire limite même Pogba, tu vois, en nous les vendant comme les mecs, le futur Zizou, le futur Platini, le futur Ballon d'Or, le futur machin. Il faut arrêter. L'équipe de France, je comprends pas pourquoi Didier Deschamps, mais je comprends pas sur le talent, mais 18 ans, il a combien d'années Mbappé pour arriver en équipe de France? C'est beaucoup trop tôt, surtout à ce poste-là, on a ce qu'il faut. On est tout droit en train de le cramer, ce garçon. Il va partir pour, comme dit Cyril, 80 millions comme Martial l'année dernière. Ah la Juve, je sais pas, au Bayern, au machin, au truc. Enfin, voilà, moi je suis terrifié par ce qui arrive à ce garçon. C'est très bien, je suis très content, il n'y a pas de problème, bravo. Mais on est en train de le cramé à vitesse grand V. Est-ce qu'on peut pas juste se régaler d'avoir un talent comme ça? Moi, quand je le vois jouer, j'ai envie de regarder Monaco, quasiment essentiellement pour lui. Oui, Benji. Et Bernardo Silva. Mais de là à faire comme font tous les médias, l'équipe machin, les trucs, le Ballon d'Or, l'équipe de France, le truc, faut arrêter quoi. Ça fait partie du foot. Gio, tu voulais réagir? On en a déjà parlé, je crois, il y a 2 semaines ou la semaine dernière. C'est un garçon, moi je trouve, qui en plus est calme, très posé. Son interview de fin de match est hallucinante pour un gamin de 18 ans. Il a la tête sur les épaules, ce gamin. Moi, c'est quand t'entends parler Maxime Lopez, c'est ce qui m'impressionne le plus aussi. T'as l'impression que ça fait 10 ans qu'il est sur le terrain. Quand t'entends parler des joueurs de son âge, Lopez, Cosiello, il y en a plein, même à Bordeaux, Ounas et compagnie. Putain la vache, c'est le vertige du bas. C'est pas pareil. On n'est pas sur la même gamme. Après voilà, il est clairement sur une période qui est énormissime pour lui. Après, moi je veux voir avec un petit coup de moins bien comment il va réagir. Est-ce que son entourage est bon? C'est quelque chose qui est très très important aujourd'hui en France, surtout en France où on a tendance à avoir des entourages qui sont plutôt néfastes. J'ai l'impression qu'à Monaco il est plutôt bien entouré. J'espère vraiment qu'il fera pas j'espère vraiment qu'il fera pas la connerie de partir dans des clubs peut-être pas cet été, ça serait peut-être intéressant pour lui de confirmer encore à Monaco. Moi je pense saison pleine. Je pense que pour dire que est-ce que c'est le futur crack et tout, c'est peut-être trop tôt. C'est clairement le plus gros espoir de sa catégorie, ça on peut le dire.
Après, à lui de confirmer. Il a beaucoup d'étapes à confirmer encore. Sur ce poste-là, en tout cas en équipe de France, tu parlais de concurrence. Je trouve qu'à son âge et sur ce poste-là, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a même très peu. On peinait à trouver Évidemment, mais il a 18 ans, donc forcément, la plupart des joueurs de sa catégorie n'ont pas la maturité n'ont pas fini leur formation. Là, il est déjà sur une phase de post-formation. Les autres sont encore à jouer la Gambardella et compagnie. En Ligue 2, c'est déjà bien. Quoi. Voilà, donc lui, il est déjà un joueur, on va dire, reconnu, titulaire à Monaco depuis 2 mois. Germain est pas prêt de revoir la place, à mon avis, s'il se blesse pas, Mbappé. Donc voilà. Après, est-ce qu'il va avoir les épaules et l'entourage on va dire positif pour lui permettre de passer des paliers encore? Apparemment, je pense qu'il l'a déjà l'entourage, parce qu'apparemment il avait failli signer à Madrid et ses parents, ou son entourage avait dit attends, c'est un petit peu peut-être élevé pour l'instant, et Monaco c'est finalement avéré le bon choix. Du coup, je pense qu'on va clore le débat sur l'AS Monaco et on va s'intéresser à Lyon, puisque le parallèle, on parlait de joueurs de concurrence pour Mbappé. On va aller s'intéresser à Lacazette, qui lui du coup n'est pas pris en équipe de France. La très belle performance de l'Olympique Lyonnais qui sort l'AS Roma de cette Europa League. Messieurs, est-ce que c'est l'autre gros exploit de la semaine, ou ça vous fait ni chaud ni froid? C'est une qualification. C'est plus un miracle qu'un exploit. Au vu des 2 matchs, c'est plus un miracle qu'un exploit. Rappelez-vous le match aller, si la Roma ils sont un minimum un peu plus, je pense qu'ils se voient un peu beau à l'aller, la Roma. Ouais. Parce que rappelez-vous de la première mi-temps, s'ils en mettent 4 c'est la même, sauf qu'ils les mettent pas, tu vas me dire. Lyon fait une deuxième mi-temps, ils rentrent mieux, ils finissent sur 3 minutes comme le Barça face au PSG, ils finissent sur 3 minutes, 4 minutes improbables où ils se détachent à 4-2. Bon, ok. Le retour, je suis désolé, enfin vous avez vu tout ce match, présidente aussi, je sais pas si vous l'avez vu, c'est un chemin de croix pour Lyon ce match. C'est un chemin de croix. C'est-à-dire qu'on leur a mis la croix sur le dos et bon, ils ont résisté. Ils n'ont pas craqué, ils auraient pu. Il y a un but valable qui est refusé pour hors-jeu de Dzeko. Voilà, magie de l'arbitrage, le but qui était pas hors-jeu, il a été signalé hors-jeu. Ça sent le mec qui a encore de la rencontre. Non, mais ce que je veux dire, c'est que autant Monaco a su maîtriser son sujet, la qualif est normale. Je suis désolé, les 2 matchs de Lyon, tu montres le match à quelqu'un qui connaît pas le résultat, qui connaît pas la qualif, tu montres les matchs, t'enlèves les buts, tu leur dis à ton avis sur les 2 matchs quelle équipe s'est qualifiée. Je pense pas qu'il y en ait un qui te dise c'est l'Olympique Lyonnais. Au vu des occasions, au vu de la possession, au vu de l'emprise qu'ils ont sur le match, il va falloir faire beaucoup mieux que ça. Même s'ils ont pris c'est Beşiktaş, je crois. Oui. Le match retour à Beşiktaş, ça va leur faire tout drôle. C'est pas gagné. Est-ce que l'expérience qu'ils ont acquérie justement dans les phases de poule de Ligue des Champions en début d'année, où ils se sont fait très très peur face à la Juve ou autre, est-ce que c'est pas des matchs qui ont ressurgi là sur cette confrontation-là, qui ont fait qu'ils avaient peut-être un petit peu plus d'expérience pour gérer les vagues de l'AS Rome? Bernie. Oui, après, là où je suis pas forcément d'accord avec Seb, c'est que justement, comme là tu l'as dit, c'est l'expérience, et les grandes équipes aussi savent faire le dos rond, encaisser comme un boxeur qui est dans le coin, qui encaisse, et qui arrive et qui met un petit crochet, un petit uppercut, et ça fait un petit KO où tu gagnes au point à la fin, parce que c'est facile. Mais dans ce cas-là, t'as l'exemple Manchester qui fait 1-1 à Rostov, et qui, pareil, à Old Trafford, s'il n'y a pas un énorme Sergio Romero, c'est pareil, Manchester ça l'attrape. Donc ça c'est le truc. Alors pour moi c'est typiquement franco-français, tu peux pas dire que les équipes, en plus Seb avec Lyon il les déteste, donc c'est pour ça que moi ce qu'il a dit c'est rentré à droite, on va être d'accord. Moi je trouve que justement c'est un exploit. Attention, l'effectif de Lyon n'a pas grand chose à envier à l'effectif de la Roma. Ils auraient fait les mêmes prestations qu'a fait Monaco face. Et bien, il sera en Ligue des Champions. Donc mais je t'aurais dit, leur qualification, au vu de ce qu'ils ont montré, leur qualification ne souffre d'aucune contestation. Si j'avais trouvé les bons numéros au loto mardi, je serais pas ici, j'aurais 90 millions et je serais au soleil. Donc c'est très compliqué. Dans ce cas-là, on fait plus rien. Et si ma tante en avait, ça serait tout le monde connaît l'expression, on l'appellerait tonton. Donc t'es pas objectif. Mais quand même sur Lyon, on peut dire quand même que c'est un groupe qui arrive à maturité. Lacazette, Gonalon, c'est des mecs qui ont des dizaines et des dizaines de matchs européens. Ils savent gérer une pression, ils savent gérer un match retour. C'est aussi Genesio qui commence un peu à prendre l'expérience. Et du coup, il commence à trouver son équipe. Alors peut-être que sur le match aller-retour, ils ont été dominés, mais ils ont su faire le dos rond, ils ont su capitaliser. Et on arrive avec un groupe d'expérience. Le gros bémol, c'est
Cornet quand même on voit quand même qu'il est encore un peu jeune, mais voilà quoi. Il y a Tolisso qui commence à montrer de belles choses. Fekir qui était mais ça Diakabi qui moi j'étais le premier à trouver ce choix archi space, alors que le mec tu peux dire ce que tu veux, c'est l'homme des deux matchs. À l'aller il met un but et il offre un but, au retour il met une énorme tête. Par contre c'est l'antithèse de Monaco, c'est-à-dire que Monaco font de la post-formation courte pour revendre, Lyon laisse le temps aux joueurs et les conforte dans le club en essayant de garder une identité club. Non, c'est juste une autre forme, c'est que les mecs à Lyon ils arrivent de Lyon, les gars de Monaco ils arrivent de Caen, ils arrivent de non mais en fait ce que je veux dire c'est que les mecs ils ont fait l'effort pour garder Tolisso, ils ont fait l'effort pour garder Lacazette, ils essaient vraiment de les garder et de les faire partir avec au risque bon peut-être à un moment donné de les voir se vautrer. Et moi la réponse c'est non, c'est pas un exploit, parce que si tu regardes bien l'effectif de Rome, comme j'ai dit, ça y a rien à envier, et si tu regardes encore plus précisément, tu te dis que Lyon ils ont filé à Rome un placardisé avec Grenier, et que Grenier, tout le monde à Rome, mais normal, il pouvait pas la jouer. Mais le match d'avant, là, dimanche, tout le monde à Rome l'a vu comme le pape. Hein. C'était le pape. Le mec, s'il pouvait jeter une photo de Clément Grenier dans la fontaine, il le faisait. Donc c'est pour ça, les gars, c'est pas un exploit. C'est qu'on dénigre beaucoup trop l'équipe de... Cette Europa League, elle est jouable pour Lyon. Très bien. Elle est clairement jouable pour eux. Je vais rebondir sur ce que tu dis. On dénigre pas mal l'Olympique Lyonnais, mais l'Olympique Lyonnais beaucoup les clubs français à part Monaco. Deuxième partie de saison très très bonne. Alors dans ce cas-là, puisqu'ils sont tombés face à une équipe donc qui était, enfin je suis désolé, donc ils se sont fait bouffer à l'aller et au retour par une équipe qui était largement à leur portée, c'est ce que tu m'expliques. Mais parce que la Roma a aussi des qualités, hein. Au bout d'un moment c'est facile de dire ça. On est d'accord. Mais c'est facile, donc ça veut dire que Manchester, j'ai cru que t'allais me dire ils se sont qualifiés sur une équipe de peintres. Et alors le Real contre Naples, tout le monde a vu le match, tu enlèves le résultat, tu montes la première mi-temps de Naples-Real Madrid à quelqu'un qui connaît pas le foot, il va te dire c'est Naples qui a gagné. Je suis désolé, sur les 4 mi-temps de Real-Naples, je suis désolé, le Real en gagne 3 et Naples en gagne qu'une, c'est la première du match retour. C'est tout, il mène 1-0. C'est pas réglé quoi. Mais c'est faux. Mais c'est faux ce que tu dis. Mais regarde le match aller de Madrid. Ok, à 1 ou 2 trucs près, je suis d'accord avec toi. 2 trucs près, mais c'est pareil. Le football de haut niveau, c'est un détail, c'est à 2 trucs près. Messieurs, Bernie, tu sais très bien. Mais t'aimes pas Lyon, t'es pas objectif. Oui, non, mais ça, on est complètement d'accord. Donc c'est pour ça que ce que tu dis, ça s'applique. Mais ce que tu dis, ça s'applique, comme je t'ai dit, à Manchester. T'as vu les matchs de Manchester? Je les ai pas vus, je vais pas t'en parler. Mais voilà, faut s'intéresser à autre chose un peu, les mecs aussi. Ça s'applique au Real. On peut pas être partout. Non, mais il est bon, lui. Fais une mission. À moi, tu me dis ça, sérieux. En plus, toi, tu regardes le championnat russe sans déconner. Sérieux, voilà, t'as des gaufres de me dire ça à moi. Parce que tu détestes Lyon, on parle pas du sujet. Au gros, samedi dernier, je me suis tapé Orléans, Niort, mon gars. Mais ça veut pas dire que tu connais. Oui, c'est moche. Mais alors, ça veut pas dire que tu connais le foot. Mais Cyril, il va avoir des matchs amateurs, c'est une pige. C'était vachement bien. Il y avait David Gigla, mon gars. Niort, il est nul. Mais c'était gagnant. Allez, on va enchaîner, les gars. Ça me manquait, c'est des gens. En plus, j'ai passé une journée de merde, je suis chaud comme la braise. C'est vrai que ça manquait un peu. On va continuer dans cette ambiance-là. Il y a la deuxième partie de l'émission. On fera le débat, ça sera rythmé aussi, je pense. Mais je voulais juste qu'on reste vite fait sur 1-2 minutes sur Lyon, sur les performances qu'ils sont en train de faire à l'heure actuelle. Ils sont pas tombés dans le piège de Bordeaux. Ils ont mis une sacrée fessée dimanche soir face à Toulouse. Il y a un allant offensif qui s'est créé autour de cette équipe, et notamment l'arrivée de Depay. Il y a quelque chose qui se crée à Lyon qui est intéressant. Ça continue de faire partie d'une des puissances de cette Ligue 1, et finalement cette Ligue 1 il y a 4-5 équipes qui sont quand même foncièrement bonnes et qui jouent très très bien. C'est bon augure pour la Ligue 1 aussi. Et l'an prochain ça va être mieux avec l'OM et Lille qui ont des moyens et qui vont les mettre. Donc voilà, Lyon, je voulais le souligner, on s'est beaucoup moqué de Lyon, et on n'arrête pas de se moquer de Lyon parce qu'on les aime pas effectivement, mais il faut quand même souligner qu'ils font une deuxième partie de saison pour l'instant qui est plus qu'honorable, et ils font d'excellentes performances. Et voilà. La présidente du coup elle va nous calmer avec Seb. Vous, le match, vu que vous l'avez vu grâce ou à cause de votre mari, je sais pas comment on peut dire ça pour vous. Vous pensez quoi? Donc oui, ils ont subi, mais du coup. Mais bon, moi je serais pas objective non plus. Voilà une dame qui a du goût. Eh ben tu sais quoi, une dame qui est censée non. Parce que Lyon, il y a Valbuena, donc j'ai toujours. Ah ouais, mais après, il y a l'affectif qui rentre en jeu, ça moi je peux pas lutter. Après, il y a l'affect. Bon, j'ai vu Bordeaux-Lyon. Après, il y a l'affect. Mon seul espoir, c'était que Bordeaux mette un deuxième but. Bah, partout, ça va. Mais que Lyon, enfin. Marque avec Mathieu. Marque avec Mathieu, voilà.
Et alors, et on est en mission d'être objectif. Non, je n'ai pas assez de compétences footballistiques pour rentrer dans votre débat très constructif. Animé et constructif, agité, quand même, faut le reconnaître. Non, mais... Mais vous savez, il y en a autour de cette table qui n'ont aucune connaissance et qui font illusion. Oh là là. C'est moche de clasher Cyril. C'est moche, qui se reconnaît. Alors que ce mec, il essaye. Non, il essaye. Il essaye, le gars. Il va avoir des matchs amateurs, mais il pipe que dalle. Cyril, je suis sûr que Cyril, c'est le premier mec à aller voir un match de foot amateur avec la veste de l'UBB et de crier. Oh putain, le corps, j'ai dû lui expliquer pourquoi Bordeaux criait pénalty contre Lyon. Pourquoi vous n'aimez pas Lyon? Il y a une raison profonde. Pourquoi t'aimes pas Lyon? Moi, ça fait depuis... Ah oui, d'accord, je me doute. Eh ben moi, je trouve que le président, alors il a une grande gueule, tout ce que tu veux, c'est un président 2.0 parce qu'il est dans l'air du temps et il est exceptionnel. On va pas faire un débat sur Olas. Il est exceptionnel. Moi, monsieur Olas, il vient, il me fait une interview, j'ai les étoiles dans les yeux, il me dit assis-toi sur mes genoux, je m'assois sur ses genoux. Il me dit fais-moi un câlin, fais-moi un bisou. Je lui fais un câlin, je l'appelle papa et tout. Moi j'ai rien cagué. Et moi je vends mon père et tout. C'est le club. Mais tant pis. Mais non, mais Lyon en France, c'est le début du foot business. C'est vraiment le premier. C'est vraiment le premier club qui a entretenu. Tu peux l'appeler le visionnaire. Ouais, mais bon, ça a aussi forcément déplu à une certaine population qui aimait le football à une époque. Donc vous, ceux qui n'ont pas d'investisseurs au Girondins de Bordeaux. Je pose une question. Non, peut-être qu'un jour on en aura un. Inch'Allah, comme on dit. Je sais pas, mais ça me fait rigoler notamment de voir Olas râler contre le Qatar, alors que pendant toutes les années 2000, il était 4 ou 5 fois au-dessus. On fera une émission, Cyril, dessus, si tu veux. On fera une émission. Après, dire que c'est vrai que c'est un club que je n'apprécie pas, mais c'est pas un club auquel je veux du mal. On fera comme Marseille. On fera un conseil de classe, Jean-Michel. Après, à la différence. Marseille, par contre, voilà, ils peuvent aller en 4ème série district. Je trouve que c'est trop haut pour eux. À la différence. Là où je peux comprendre Olas par rapport au Qatar et tout, c'est que Olas, ça fait pareil, ça doit faire à peu près comme vous, une vingtaine d'années qu'il est allé en Ligue 2. On va pas. Alors excusez-moi, madame la présidente. Lui, s'est sorti les doigts du cul pour aller chercher des actionnaires, se battre pour le centre de formation. Et lui, son oseille, là qu'il a actuellement, c'est parce qu'il est allé se le gratter. Mais personne t'a jamais dit le contraire. Mais non, moi, c'est pas ça. Non, mais je me mets à sa place et je peux comprendre une frustration quand t'as le Qatar qui arrive. Tu sais pas d'où sortent les pétrodollars. Oui, mais il faut accepter. Ça s'appelle. Il faut accepter ce que t'as fait subir aux autres. Il faut l'accepter quand ça t'arrive. C'est quoi cette frustration de Jean-Michel Aulas? Ça peut être la même que Monaco, alors qu'à la base, Jean-Michel Aulas, il arrive 2e ou 3e, pareil, il a fait sa saison. Ouais. Nous ferons un débat là-dessus prochainement. C'est ça. Un débat agité, certainement. Je chaufferai le peuple. Ça nous attend aussi sur la deuxième partie, donc restez avec nous. On va aller prendre une petite pause pour calmer les ardeurs, parce que là ils sont chauds les deux, là ils en peuvent plus. On discute, Vous allez tout régler sur le pyramide qui aura lieu, un pyramide plutôt spécial qui nous attend en fin d'émission. Je vous expliquerai les règles. Je vais essayer de te carotte les fiches pendant la pause. Rien du tout, elles sont là. Je vais les distribuer pendant la pause d'ailleurs, on va se préparer. Donc on vous retrouve dans 5 minutes pour la suite de l'émission Devant le match. Allez, à dans 5 minutes.